Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Nous revenons aujourd'hui sur ce très curieux appel du président algérien aux migrants clandestins de son pays, qui se trouve principalement en France, en Espagne, en Italie, qu'il exhorte à rentrer chez eux et à qui il promet de ne pas les faire poursuivre en justice. Un appel qui interroge, en effet, parce qu'il est assorti de certaines conditions qui ne correspondent pas à la situation de ces migrants, de ces harragas. M. Tebboune leur demande en effet de s'engager à ne plus entreprendre quelque action hostile contre leur pays s'ils veulent revenir au bercail. Or, c'est bien connu, les harragas algériens, dans leur quasi-totalité, sont trop occupés à s'en sortir, à trouver de quoi se loger et se nourrir, à passer leur temps à fuir la police où ils séjournent pour avoir le temps de faire de l'opposition. Bien au contraire, c'est en leur sein que le régime qui les a fait fuir de leur pays, qui recourt parfois à leur service, contre les opposants algériens à l'étranger, contre rémunération, bien sûr, il les fait agir contre les opposants de leur pays, et les hirakistes de la place de la République à Paris en savent quelque chose. Et l'affaire Doualem, rappelez-vous, est là pour illustrer mon propos. Maintenant, si M. Tebboune a voulu mettre les opposants dans le même sac que les migrants clandestins, que les harragas, il serait très malvenu d'exprimer une telle exigence, puisque ces activistes de la diaspora ont tout perdu pour pouvoir dénoncer le régime depuis l'étranger, où ils ont fui, parce qu'ils ne pouvaient pas le faire depuis leur propre pays. Leur ouvrir aujourd'hui la porte de leur propre pays, à condition de ne plus s'attaquer, comme il dit lui, à leur pays et leur faire doublement outrage, parce que ce n'est pas leur pays qu'ils trahissent, mais le régime qui a fait main basse sur leur pays, qu'ils dénoncent. Et c'est parce qu'ils aspirent à un état de droit dans leur patrie qu'ils se sont jetés sur les rues, sur les routes amères de l'exil, et qu'ils ont accepté de tout perdre pour tenter de sauver leur pays. Tebboune demande aux harragas de revenir vers leur pays. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau mon ami Hassan Hiresh, docteur en économie, observateur politique, écrivain. Hassan Hiresh, merci d'être avec nous. Bonsoir Sidi Jamal, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent, soit ce soir, soit plus tard sur YouTube. Oui, en effet. Et bonsoir à toute votre équipe. Merci. Et bonsoir, un grand bonsoir à Elias Jbeili, avec qui je vais partager ce plateau. Je suis toujours ravi. Mais on s'entend trop. Il faudrait qu'on trouve des sujets de discorde. Voilà, il faudrait mettre un peu d'épices dans cette symbiose. On va trouver des sujets de discorde.
Elias Jubaili, donc, qui vient d'être présenté, et que j'ai moi aussi le plaisir de recevoir, militant politique, observateur économique et politique, qui est souvent avec nous et qui nous fait le plaisir donc de participer avec nous à nos émissions. Elias, merci d'être avec nous. Merci, merci pour l'invitation. Et puis, je suis très touché par la finesse des propos de Hassan Hirsch, de Monsieur Hassan Hirsch, toujours un analyste avec une vision très large. Et puis aussi, je salue l'équipe qui assure la couverture de votre émission. Et puis, il ne faut pas oublier non plus celles et ceux qui nous suivent de près et de loin sur Décryptage. Merci encore, Texaha, pour l'invitation. Merci encore, Jamal. Alors, arrangez-vous pour ne pas être d'accord sur tout. C'est sûr. Alors, Hassan, nous allons d'abord écouter M. Tebboune parler au Haraga, leur demander de revenir à leur pays, mais qu'ils doivent s'abstenir de toute action hostile. N'est pas encore prête, ça ne fait rien, nous allons revenir. Alors, Hassan, M. Tebboune, d'abord, c'est cet aspect de cette sortie que personne n'a compris. S'ils s'adressent au Haraga, les Haraga n'ont jamais fait de l'opposition, au contraire. Leur seule opposition est d'avoir quitté leur pays, d'avoir payé souvent très cher pour quitter leur pays, risquer leur vie, parce qu'ils ne veulent plus vivre dans leur pays. Mais une fois arrivés là, ils sont occupés à leur misère, faire tous les petits boulots possibles et imaginables pour s'en sortir. Ils n'ont pas le temps de faire de la politique. Pourquoi leur impose-t-il une telle condition, à votre avis ? Le sujet est très complexe en réalité, Sidi Jamal. D'abord, je suis étonné que ce soit le président en personne qui se met en avant pour des questions qui ne sont pas mineures, mais qui ne sont pas des questions de géopolitique majeures, surtout étant donné le contexte aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il s'expose alors qu'il a un Premier ministre, alors qu'il a un ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, ainsi de suite. Donc ça, c'est mon premier étonnement, Sidi Jamal. Et le deuxième point, celui que vous soulevez, c'est qu'on ne sait pas exactement à qui il s'adresse. Est-ce qu'il s'adresse aux jeunes, la plupart du temps jeunes, mais pas toujours, qui sont partis effectivement dans des conditions difficiles, soit des haragas, soit des visas court séjour, et puis sont restés ici en grillant leur visa, soit sont partis pour une raison ou pour une autre, et puis ils ne veulent pas repartir, ainsi de suite. Donc, de mon point de vue, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il s'adresse effectivement à des opposants politiques? Lesquels? Est-ce que c'est des opposants encartés? Est-ce que c'est des opposants qui sont, dans un certain nombre de médias qui effectivement critiquent un certain nombre de points concernant l'Algérie? Mais s'ils le font, c'est à juste titre. Il faut leur répondre par des arguments. Ou bien, est-ce que c'est une manière audacieuse, en même temps intelligente, d'accepter des OQTF, parce qu'il y a eu un bras de fer, particulièrement entre la France et l'Algérie sur ce sujet-là. Ça a été notamment le cas depuis Rotaillot, ministre de l'Intérieur, même si aujourd'hui on n'en parle pas autant que cela, mais le problème existe, il est sur la table et il va certainement être utilisé pendant les élections prochaines, les élections municipales, les élections présidentielles, probablement même législatives si jamais il y avait une dissolution de l'Assemblée nationale. Donc, si c'est une façon de dire, voilà, nous, on ne cède pas aux injonctions de la France,
aux injonctions d'un ministre de l'Intérieur, etc. Et que nous, ce qu'on cherche justement, c'est récupérer nos enfants. Ça, je trouve que c'est très intelligent. C'est plutôt diabolique. D'un point de vue politique, je parle, d'un point de vue politique. Oui. Je trouve que c'est malin, voilà, plutôt malin. C'est malicieux. Malicieux. Mais Hassan, alors, comment un régime qui a tout fait pour pousser ces gens à l'exil, oui. Parce que pour lui, c'est une soupape de sécurité. C'est un peu comme le printemps berbère en 2001-2002, où il a demandé à la France d'accorder tous les visas possibles à tous les Kabyles jeunes pour pouvoir vider la rue Kabyle. Il a réussi pleinement, parce qu'en France, moi j'ai consulté personnellement le rapport et j'en ai parlé personnellement au directeur général de l'OFPRA. Ces 2 années-là, la France a été le premier pays en termes d'attribution de visas. C'est tout à fait possible. Et d'attribution d'asile politique. D'accord. Et c'était la Kabylie. Ils l'ont vidé de cette façon. Bon, tout le monde le sait. Et là, il est en train de faire la même chose, de vider non plus la rue Kabyle, mais la rue algérienne de ces réserves de jeunesse mécontents, qui ne trouvent pas de travail, qui vivent la malvie, et de les pousser à l'exil pour s'en débarrasser. En même temps, pour faire à la Kadhafi pression sur les pays de l'autre côté de la Méditerranée, pouvoir négocier avec eux les retours possibles, de fermer l'œil sur les grands passeurs qui ont pignon sur rue en Algérie, qui ne sont jamais arrêtés, qui disposent de dizaines, voire peut-être de centaines de go-fast. Un go-fast, ça ne se cache pas facilement. C'est un petit bateau très rapide, qui a besoin de beaucoup de carburant qu'il faut mettre en fût sur la crique ou sur la plage d'où il part. Donc ils sont bruyants quand ils accostent. Quand ils accostent, et puis les gardes, comment on appelle les vedettes de douane, les gardes-côtes. Les gardes-côtes, oui. Les gardes-côtes, tout le monde sait qu'ils se font payer pour laisser passer les Hadragas. Et donc, quand un régime comme ça, on arrive à faire fuir ses propres enfants, à les jeter dans l'incertain, dans l'incertitude, pour pouvoir enfin jouer au grand seigneur qui veut les ramener chez eux, mais à condition qu'ils ne fassent pas de politique. C'est un peu fort de café. Je relève au moins 2 contradictions. La première, c'est qu'à la fois, dans le texte que j'ai lu, et après, malheureusement, je n'ai pas entendu notre président parler de ce problème, donc je n'ai pas écouté l'allocution. Mais les bribes que j'en ai à travers les journaux disent qu'ils s'intéressent essentiellement à ceux qui souffrent, à ceux qui n'ont pas de travail, à ceux qui sont exclus, à ceux qui n'ont pas de logement, de travail, etc. Mais tous souffrent. Parce que les Haragas n'ont pas de papier, donc ils ne peuvent pas travailler. Non, mais ceux-là, ils sont partis pour un certain nombre de raisons. Oui. Il va falloir quand même éliminer d'abord les raisons pour lesquelles ils sont partis. Parce que si c'est pour la ramener et revivre les mêmes conditions sociales, économiques, psychologiques, politiques qu'ils ont vécues là-bas, c'est contradictoire. À plus forte raison qu'ils ont payé très cher la traversée. Absolument. Vendu les bijoux de famille. Au niveau financier, au niveau familial, au niveau psychologique, à tous les niveaux. Vraiment, c'est évident que c'est une souffrance. Déjà, nous-mêmes qui sommes partis dans de bonnes conditions, qui avons travaillé ici, moi personnellement j'ai une retraite et tout ça, je m'estime pas privilégié, mais par rapport à un certain nombre d'Algériens, je peux le dire, malgré ça, je sens l'exil. Pratiquement tous les jours, je pense à repartir chez moi. Et d'ailleurs, j'ai essayé de repartir en 1983, j'ai fait un déménagement, j'ai rendu ma carte de résidence en 1983, j'ai acheté une voiture et tout ça pour aller enseigner à l'université de Tizi Ouzou, je venais d'avoir mon doctorat, et arrivé là-bas, il me dit non. En plus, c'était un ami qui était doyen, je le salue, Majid Beniaou, qui était doyen de la faculté de sciences économiques
À l'époque, il m'a évidemment ouvert ses bras. Il me dit, on n'a pas beaucoup de docteurs, justement, on a besoin de toi. La majorité des enseignants, ils ont des magistères et tout ça. Et après, il me dit, mais Hassan, il faut que tu enseignes en arabe. Donc déjà, il y a un frein. Oui. Donc j'étais obligé de revenir 3 mois après. Et combien de centaines, de milliers d'universitaires qui sont partis parce qu'on les a obligés à travailler en arabe, à enseigner en arabe, alors qu'ils ont été formés en français. Oui. Donc voilà déjà une des conditions. Alors, pour revenir juste un petit moment, donc la première contradiction, c'est ceux qui sont partis parce qu'il y a des conditions économiques, etc. Bon, on va dire les jeunes, on va dire les mœurs, pas de loisirs, ainsi de suite. Mais s'ils retournent et qu'ils retrouvent les mêmes conditions, oui, ça ne sera pas possible. Oui. Maintenant, s'ils s'adressent à des personnes qui sont venues investir, qui sont venues enseigner dans les universités, qui sont venues en tant que médecins, c'est des cadres. Oui. Ceux-là n'ont pas besoin de revenir. Il ne leur manque rien ici. Voilà. Donc ceux-là, il faut aussi... Ils ne vivent pas dans des conditions difficiles, comme il l'a précisé. Absolument. Et en plus, ceux-là, il suffit de leur organiser les conditions de travail, d'existence, de bien-être là-bas, et surtout l'école pour leurs enfants, pour qu'ils repartent. Moi, personnellement, je repartirai volontiers dans ces conditions-là. Oui. Mais si c'est pour que mes enfants ou mes petits-enfants puissent aller dans une école au rabais, non, ce n'est pas possible. Je vous laisse lire cet extrait du discours de M. Tebboune, vous nous direz. Voilà. Lies Jubaili, je reviens à vous. Alors, votre avis d'abord, avant de vous poser des questions en particulier. En fait, le message de M. Tebboune et de l'Algérie, c'est un message clair, c'est-à-dire il enjoint aux jeunes qui se trouvent en situation de précarité et qui sont en situation irrégulière à l'étranger, notamment en France, hein, peut-être aussi en Espagne, mais finalement c'est notamment en France, de rentrer au pays. Sachant qu'il y a une loi qui a été instaurée en 2009 qui punit tous les clandestins, c'est-à-dire celles qui quittent l'Algérie de façon régulière ou qui sont interceptés en pleine mer, d'amende et d'emprisonnement de 6 mois. Ça veut dire que cette loi, elle ne va pas s'appliquer pour eux. Son message, il est clair, justement. Moi, je trouve qu'il est clair, son message, parce qu'il dit qu'il y a ceux qui sont exclus de cette mesure, Jamel Din, oui, ceux qui ont commis des crimes de sang, trafic de drogue, d'armes, et c'est ceux qui ont collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à l'intégrité de la patrie, aux intérêts supérieurs de la nation. Donc ceux-là sont exclus. Maintenant... Mais est-ce qu'il y a des haragas dans ce cas de figure? Justement, est-ce que dans ce cas-là, il y a des haragas? Maintenant, on peut l'interpréter autrement. Au fait, il y a 2 contextes. Il y a le contexte algérien. Si d'une manière implicite, on inclut les opposants, ceux qui ont un parcours militant, qui font partie de cette opposition, qui appellent au changement de façon pacifique de notre pays, là, ça peut être interprété du point de vue de l'intérieur comme une réconciliation nationale. Mais je ne pense pas que ça peut marcher. Pourquoi? Pour une raison très simple, parce que la condition sine qua non pour que les opposants, je dirais, au moins, comme il disait lui après sa réélection, sa redésignation en tant que président, quand il a appelé au dialogue national, transparent, inclusif et tout. Donc, la condition, c'est la libération de tous les détenus d'opinion sans exception. À partir du moment où vous libérez les détenus, tous les détenus d'opinion, même si vous n'abrogez pas l'article 87 bis, en tout cas, le premier pour apaiser les choses, vous libérez tous les détenus d'opinion. Là, vous acheminez vers un corridor de la réconciliation nationale.
Ce n'est pas le cas. Donc, lui, c'est les personnes qui se trouvent en situation régulière et aussi parce qu'il y a le contentieux franco-algérien et surtout cette question centrale du contentieux, c'est-à-dire la question des OQTF qui pose un problème. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Monsieur Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui a remplacé Retailleau le plus dur, qui fait partie quand même de la ligne dure envers le régime algérien, à chaque fois qu'il va changer de méthode et qu'il va partir incessamment sous peu à Alger pour évoquer certains dossiers. Jusqu'à maintenant, il y a le silence radio. Est-ce qu'il y a une diplomatie de l'ombre qui commence un petit peu à travailler, sachant que l'Algérie, elle est dans un isolement total et sachant que Macron, il a fait tout son possible. Moi, je le dis, je l'ai toujours dit, que ce soit en arabe, en français, partout. Macron, il a fait tout son possible, je veux dire, de faire des gestes envers l'Algérie. D'ailleurs, en 2017, il est parti à Alger. Il a été évincé. Les relations sont devenues envenimées entre la France et l'Algérie suite à la reconnaissance au G20 de Paris, quand il a annoncé, lui, à M. Tebboune, que la France va reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Et c'est ça. Mais sinon, Macron a fait des gestes. Mais de l'autre côté, il n'a vu rien venir d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle il y a le changement. Et vous vous rappelez... Est-ce que ce ne serait pas par hasard, pardonnez-moi de vous avoir interrompu, Elias, est-ce que ce ne serait pas plutôt dans le droit fil de l'affaire Sansal, rappelez-vous, où M. Tebboune a fait feu de tout bois pour dire jamais je n'accepterai de libérer Sansal, la demande de la France est malvenue, etc. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui sort du chapeau, M. le Président allemand, qui n'a aucune vraie fonction effective, qui est plutôt de l'ordre du symbolique, et qui s'avère être l'ami de l'Algérie, et qui demande à M. Tebboune de libérer Sansal, et M. Sansal qui ne peut pas refuser à M. le Président allemand et qui le libère, alors que tout le monde sait que c'est M. Macron qui a fait le travail, qui a demandé au président allemand de demander, parce que M. Sansal ne pouvait pas décemment, pudiquement accepter de répondre à la demande de M. Macron. Et donc, ils ont trouvé... Est-ce que cette histoire de Harraga n'obéit pas à la même logique? Ça veut dire, c'est au lieu de dire oui, M. Macron, la République française nous demande, là, nous allons y répondre tout simplement. Lui, il joue au grand généreux qui ouvre la porte de son pays à ceux qui l'ont quitté, le retour du fils prodigue. Et puis, surtout, qui mélange les genres, puisqu'il nous parle il semble suggérer qu'il s'agit de l'affaire de quelques dizaines de Harraga. Or, les Harraga ne sont pas tous des OQTF, mais ils sont tous clandestins. Ils sont tous éligibles à l'expulsion. Et ils ne se comptent pas en quelques dizaines. Certains chiffres et certains cadrages parlent de 200 à 300 000 immigrés clandestins algériens en Europe. C'est le retour d'une telle masse de gens qui ont fui leur pays s'organise de façon autrement plus apaisée. Entre deux États ou entre plusieurs États et l'Algérie pour trouver des solutions adéquates, permettre à tout le monde de revenir dans la dignité, leur permettre aussi, une fois dans leur pays, d'être des citoyens à part entière, etc. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu improvisé tout ça ? Oui, absolument. C'est très pertinent ce que vous venez de dire parce que vous êtes à la fois animateur et analyste et puis je vous en remercie, Jamel Dine. Oui, absolument. En fait, il faut dire que la libération de Boualem Sansal, c'est la partie française, c'est tierce personne, donc il fallait trouver une porte de sortie pour Tebboune et pour le pouvoir algérien, une porte de sortie aussi pour la France. Et quelque part, je vous ai dit tout à l'heure que Macron n'a jamais cessé de tendre la main à
à un régime sclérosé, statique, qui ne bouge que sous pression vraiment très, très forte. D'ailleurs, il l'a qualifié de régime oligarcho-militaro, je ne sais pas quoi. Donc, forcément, il y a des concessions, en tout cas. Tebboune fait des concessions parce qu'il n'a plus le choix. L'Algérie fait des concessions parce qu'elle n'a plus le choix. Le pouvoir, il n'a pas de solution à proposer. Il est isolé complètement sur tous les plans, Donc, la libération de Sansal, c'est quand on qualifiait Boualem Sansal de SNP, son nom patronymique, alors qu'il y a des SNP, des millions de personnes, c'est une insulte à l'égard des milliers d'Algériens qui sont, de père inconnu, il faut dire les choses. C'est une insulte. Comment un président peut tenir ce genre de propos? Pardon, Lies, je me vois contraint de faire une précision. Peut-être parce que vous n'avez pas mon âge, vous ne savez pas donc l'origine de SNP. Son nom patronymique, sans bidoun, son nom patronymique ne voulait pas dire des gens qui n'ont pas de père. C'était lors du recensement des Français par tribus entières, lors de la colonisation. Il y avait des tribus qui s'appelaient par exemple l'Adriya ou l'Adkada, les enfants de Kada, et donc qu'ils n'avaient pas pu identifier. Ils leur ont donné cet aspect sans nom patronymique. Ça veut dire qu'après l'indépendance, se sont tous régularisés en fonction de leurs vrais ancêtres qui ont repris les noms de leurs... Donc la confusion ne peut pas être permise. Ce n'est pas des gens qui ne connaissent pas leur père. Ce sont des gens qui ont été recensés comme n'ayant pas pu être identifiés dans leur origine patronymique. Merci, je vous laisse poursuivre. Merci pour la correction, merci Jamaluddin. Donc en tout cas, je la traduis en arabe. الهوية المجهولة. Il a dit الهوية المجهولة. Voilà. Donc, il a traité de tous les noms d'oiseaux. Et une fois libéré, il a traité M. Boualem Sansal d'écrivain. C'est-à-dire, ce changement à 180 degrés, ça veut dire que M. Tebboune ne fonctionne que sous pression. Donc, forcément, avec les clans, avec les personnes en situation irrégulière. D'après Retailleau, ceux qui ont posé des problèmes en France, ils sont de l'ordre de 60 000. Vous avez raison de le signaler, les obligations de quitter le territoire. Une personne en situation irrégulière, ça ne veut pas dire qu'il a déjà reçu une obligation de quitter les territoires. Ceux qui reçoivent les OQTF généralement, je dis généralement, ceux qui peut-être qui ont commis des vols ou voilà, non, qui ont été pris par la police. Par exemple, il se trouve dans un train, il n'a pas de papier, il va au centre de rétention. Ça dépend, c'est une question de chance. Il peut être libéré par la police parce qu'ils savent qu'il y a trop de gens dans les centres de rétention, comme ils peuvent. Mais je me permets de vous interrompre. Hassan Hirsch, avant de vous donner la parole, nous allons écouter quelques mots de monsieur l'ambassadeur de France à Alger. Effectivement, le 24 décembre, l'Assemblée populaire nationale, l'équivalent de la Chambre des députés algérienne, a voté cette loi criminalisant la colonisation. Et cette loi ce projet de loi est actuellement débattu devant ce qu'on appelle le Conseil de la Nation, c'est-à-dire l'équivalent de la Chambre haute, l'équivalent du Sénat. Il est clair que le vote de cette loi, dans le contexte où nous cherchons à trouver un apaisement, un accommodement avec les Algériens, évidemment le vote de cette loi intervient à un moment qui rend plus compliqué ce processus. Et les autorités françaises ont d'ailleurs qualifié ce projet de loi comme étant une forme d'hostilité à l'égard de la France. Et donc, le double obstacle que représente aujourd'hui le maintien en détention de Christophe Glaise et ce projet de loi sur la criminalisation de la colonisation, ces deux événements rendent aujourd'hui plus compliqué cette volonté de retrouver un chemin d'apaisement. Hassan, on a passé ce petit entracte, j'allais dire, pour montrer combien une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Au moment où ils font tout, soi-disant pour rabibocher les choses entre la France et l'Algérie de façon très détournée, très stratégique, très maligne et très intelligente, comme vous dites,
En même temps, ils le font criminaliser d'une façon un peu caricaturale. Le colonialisme français, il n'a pas besoin d'être criminalisé, tout le monde connaît sa nature criminelle. Mais demander une repentance, un paiement, après avoir dit non, nous ne voulons pas d'argent, nous voulons juste une reconnaissance, c'est complètement brouillon comme démarche. Mais sinon, pour revenir à notre... C'était un peu pour vous orienter vers cette cacophonie. Donc, vous avez lu maintenant ce que... Oui, tout à fait. Oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Non, ce que je peux dire, c'est que c'est assez ambigu. On ne sait pas exactement qui ça touche, dans la mesure où, ici, il précise quand même un certain nombre de points qui méritent d'être rappelés et qu'il faut, comment dire, commenter de façon, comment dire, objective, avec recul, pour essayer de comprendre quelque chose. Parce qu'il parle des jeunes Algériens, je lis, hein, des jeunes Algériens se trouvant à l'étranger en situation précaire et irrégulière, ayant été induits en erreur à des fins d'instrumentalisation contre leur pays, indique le communiqué. Ça veut dire que ceux qui n'ont rien fait contre leur pays, ils ne peuvent pas rentrer. Non, mais je veux dire... Moi, je l'interprète comme ça. Oui, mais... Il ne parle que des gens qui ont été induits dans l'erreur contre leur pays. Ça veut dire qu'il y aurait autant de gens jeunes comme ça qui auraient trahi leur pays. Et qui soient des harragas. Oui, ça, franchement, oui. ça me dépasse complètement. Et moi aussi. Et d'autant plus qu'il précise à la fin du communiqué, sont exclus de cette mesure les auteurs de crimes de sang, de trafic de drogue, de trafic d'armes, ainsi que toute personne ayant collaboré avec des services de sécurité étrangers dans le but de porter atteinte à sa patrie. Donc ici, ils ont quand même, ils acceptent, dans la première partie du communiqué, ils acceptent ceux qui ont été induits en erreur à des fins d'instrumentalisation contre leur pays. Et à la fin du communiqué, ils disent ceux qui ont porté atteinte à la patrie. Donc là, c'est très, très ambigu. Oui. Parce que si je prends le dernier paragraphe du communiqué, Boualem Sansal, Kamal Daoud peuvent rentrer chez eux. Oui. Alors qu'on lui a enlevé le passeport. Ils n'ont pas de sang dans leurs mains, voilà. C'est pas des espions. Voilà. Mais ils ne sont pas haragas. Ils ne sont pas haragas. Le problème est là. Ah, là, oui. Là. Mais là, c'est là où on comprend. Oui, est-ce que tout le monde n'a pas compris qu'en parlant des haragas, il ne pouvait pas parler des opposants qui sont partis avec un passeport, qui sont installés normalement. Oui. Certains ont pris la double nationalité, d'autres ont reçu un certificat de résidence. Et il répète ça, en fait, 1, 2, 3, 4 fois dans le même communiqué. C'est exactement la même idée, puisque je vous ai lu le premier paragraphe, le second, je peux vous le lire aussi. Donc, les personnes, des Algériens se trouvant à l'étranger en situation de précarité et irrégularité, ça a été dit dans le premier paragraphe, et c'est redit dans le second, ayant été délibérément induits en erreur. Comment ils peuvent être délibérément... Oui, si c'est ou c'est délibéré ou c'est une erreur. C'est une erreur. Donc, une erreur, elle ne se commet pas délibérément. Voilà, donc par des individus qui se croyaient capables de nuire à la crédibilité de l'État, etc. Donc, vous voyez... en plus, Hassan, c'est plein d'ambiguïté. En plus, sur un plan de je ne sais pas, de clarté, quelqu'un qui a tout sacrifié pour pouvoir faire de l'opposition à ce régime, oui, et qui ne pouvait pas le faire depuis son pays. Il a fallu s'expatrier pour pouvoir parler. Ah oui, c'est pour ça que je disais tout au début, oui, il faut créer les conditions de non-départ. D'abord. Et ensuite, quelqu'un qui est là, qui fait de l'opposition, qui dénonce ce régime, cette mafiocratie, cette médiocratie, ces menteurs, ces assassins de masse, je passe sur tout le reste et je reste mesuré. Ils ne sont pas en train de trahir leur pays, bien au contraire. Ils dénoncent ceux qui font du mal à leur pays. Alors pourquoi dire « Ah, ils s'attaquent à l'État, ils s'attaquent à la nation, à la patrie », mais c'est... Voilà, donc, et ils disent évidemment ceux qui sont instrumentalisés par des milieux criminels mafieux.
Donc lesquels? Et lesquels? Qui sont instrumentalisés par des Donc milieux c'est pas criminels. ils ne sont pas instrumentalisés par les partis politiques éventuels en Europe, par des services, etc., mais par des milieux criminels mafieux. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors, il aurait fallu préciser. Et ils ajoutent ce qui risque de salir leur réputation, que ce soit dans le pays où ils se trouvent ou dans celui qu'ils ont quitté. C'est incroyable. Donc voilà. Donc il y a une série comme ça d'ambiguïtés. C'est plus que des ambiguïtés. Voilà. Franchement. On a l'impression que ça a été comme ça une trouvaille de dernière minute d'un de ses conseillers ou je ne sais pas, de quelqu'un qui est important dans le sérail et puis a trouvé ça, a présenté les choses de façon que ça soit accepté. Mais ici, très honnêtement, on est beaucoup plus dans l'improvisation, plus dans l'émotion, plus dans tout ce qui est affect, puisqu'on parle de trahison, on parle de patrie, on parle de commettre délibérément une erreur. Voilà, de crédibilité. Voilà. Mais Hassan, moi, il y a un aspect des choses, et après on va donner la parole à Aliès. L'aspect des choses qui m'interpelle, qui interpelle beaucoup de monde d'ailleurs, c'est cette tendance de M. Tebboune, qui est devenu l'homme fort par défaut parce qu'ils ont vidé le champ politique, y compris de ses propres barons qui étaient dans le régime, la cinquantaine de généraux qui sont en prison, les 3 premiers ministres, ex-premiers ministres, etc., les dizaines de hauts fonctionnaires de ministres. Alors, il est devenu l'homme fort par défaut et on dirait qu'il n'a plus de bride constitutionnelle. Il a été atteint de mégalomanie, de mythomanie, il dit des choses absolument incroyables. Et personne n'est là pour le remettre sur le droit chemin, pour lui faire des remarques. D'ailleurs, je vais vous proposer d'écouter une vidéo que je vais vous traduire en substance avant qu'il ne s'exprime, pour vous dire que la situation est vraiment grave. Ce monsieur, le président de la République, qui parle à chaque fois, qui nous dit l'Algérie, la première, la plus forte, la force de frappe, crainte par tout le monde, enviée par tout le monde, etc. Là, qu'est-ce qu'il nous sort? Pour la première fois au monde, il dit ça en arabe, pour la première fois au monde, l'Algérie est le premier État au monde et dans l'histoire à avoir inventé et mis en production, comme il dit lui, le stylo d'insuline. Pour injecter de l'insuline, cette seringue d'insuline. C'est l'Algérie qui l'a inventé, pour la première fois dans l'histoire. Alors écoutez-le et après vous me direz votre avis et nous donnons la parole à Lies. Écoutons M. Tebboune. كما أصبحنا ننتج كثير من الأدوية لمضادة السرطان، هي أدوية جزائرية. كما أصبحنا إحنا الدولة الأولى حاليا والوحيدة لإنتاج الأنسولين، القلم تاع الأنسولين والكاشف لداء السكري وما يتبعهم. يعني هذه أمور علمية، هذه ما تجيش سودا هكا، تجي من بعد أرضية، والأرضية اللي راكز عليها هذا الإنتاج وهذا التقدم أرضية صلبة. C'est quand même... Ardia, c'est la plateforme. Mais c'est incroyable ce qu'il dit. Nous sommes les premiers, nous sommes la seule nation à avoir inventé ce petit outil de l'insuline. Et nous sommes les seuls, il le dit, il le répète, dans l'histoire. Il n'y a personne qui puisse lui dire, Monsieur Tebboune. Vous savez, quand on est dans un système qui est beaucoup plus dans l'émotion, qui est plus dans le démonstratif, voire dans une espèce de mégalomanie, de narcissisme, etc., il faut un certain nombre d'éléments de langage qui puissent répondre justement à cette posture-là. Donc, on va donner des chiffres, on va donner des trucs extravagants, etc. Pas à ce point, ça le ridiculise. Oui. Ça ridiculise l'Algérie. Ça sort du politique, en fait. Ah oui, c'est vraiment... de la mythomanie. Tout. Et donc, c'est comme l'affaire de nous sommes capables de produire 1,3 milliard de mètres cubes d'eau dessalée par jour. Et ce qui est inquiétant, c'est que un président de la République ne doit jamais
s'exposer de cette façon-là. Oui. Il a un Premier ministre qui sert justement de fusible. C'est au Premier ministre de dire, de donner des chiffres, de parler justement de l'insuline, etc. Et puis très honnêtement, M. Benchenouf, moi, ce qui m'intéresse dans ce traitement du diabète, c'est surtout la prévention. Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour la prévention? Parce qu'aujourd'hui, 50% des adultes algériens ont le diabète. C'est extrêmement grave pour l'économie, pour la santé publique, etc. Absolument. Imaginez le nombre d'absences, le nombre comment dire, la non-possibilité de travailler à 100%. On ne peut pas être rentable quand on a ce genre de maladies chroniques et d'autres. Donc là, ça me pose un vrai problème. Lies Bailey, nous avons passé cette vidéo juste pour montrer, pour apporter de l'éclairage à ce qu'il a dit en termes de Haraga, que cet homme semble avoir perdu des repères les plus élémentaires pour pouvoir traiter de ce genre de questions, surtout à un tel niveau de la République. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette histoire de l'Algérie et le premier pays à avoir inventé ce stylo de l'insuline, etc. Je ne veux pas répéter. Et Jamel-Din, vous venez de le dire, au fait, ça ne relève pas de la mégalomanie, ça ne relève pas du narcissisme, ça relève de la mythomanie, il faut dire les choses. Vous venez de le dire et vous avez parfaitement raison, je vous rejoins. Ça relève de la mythomanie qui est un trouble compulsif de mensonge à but non lucratif et pour manipuler, au fait, est une manipulation directe des masses de la société algérienne. Et ce qui est dangereux aussi, Jamel-Din, je pense que vous devez le savoir, c'est que les mythomanes, par définition, intrinsèquement parlant, ils croient à leur propre récit. Donc lui, quand il débite ce genre de mensonge, ça veut dire lui-même en tant que président de l'Algérie, il croit à ses propres récits, il croit à ses propres mensonges. Maintenant, est-ce qu'il a des conseillers? Est-ce qu'il revoit ses discours? Est-ce qu'il improvise? Ça, c'est de la mythomanie. Vous avez fait, Jamel-Din, des centaines d'émissions sur Microsoft, et je me rappelle, vous vous rappelez, il a dit que l'Algérie vient de générer 25 milliards de dollars de produits agroalimentaires. Et puis il a dit 35 milliards. Il a dit 25 milliards, puis 35 milliards. Des chiffres à tourner la tête, c'est incroyable pour un pays. Ça veut dire, est-ce qu'il a des capacités physique à gérer ou que c'est une manipulation des masses. Quand il dit qu'on fait partie du G20, c'est incroyable. Est-ce qu'il se rend compte de la teneur de ses propos en tant que président de la République? L'erreur est permise. Moi, j'ai dit un truc, vous m'avez corrigé, je retire. Il n'y a pas de souci, on comprend, c'est ça l'humain. Mais quand on occupe une telle fonction, on doit faire très, très attention. Mais c'est dans la continuité. 25 milliards, puis 35 milliards de bénéfices ou de produits émanant de la vente des produits agroalimentaires, dessalement 1,3 milliard litres par jour. Nous faisons partie du G20, nous produisons l'insuline. Moi, j'ai voulu savoir, est-ce qu'il y a un laboratoire pharmaceutique algérien qui travaille en collaboration avec le laboratoire Mérieux de Lyon ou d'autres partenaires européens où ils jouent un venture. Hassan Hirsch vous dit que c'est un laboratoire du Danemark. Voilà. Est-ce que donc c'est important de savoir. Mais comme ça, débiter à longueur, je veux dire sans contrôle, c'est très inquiétant en tout cas pour la fonction d'abord présidentielle. C'est inquiétant pour notre pays et c'est inquiétant pour la suite. Ça veut dire à tout moment… Pardon, une question que je vous poserai à tous les deux d'ailleurs. Est-ce qu'une mythomanie compulsive avérée, ça veut dire il y a des preuves,
Aujourd'hui, si nous reprenons les déclarations de M. Tebboune par vidéo, nous allons retrouver des mensonges absolument qui sont, comme vous l'avez très bien dit, de la mythomanie compulsive. Ça veut dire irrépressible, qui ne peut pas être retenue. Est-ce que cette affection psychiatrique peut être un motif d'empêchement, tel s'exprime à un tel niveau, président de la République, chef de l'État? Monsieur Jamaldine, je vais vous donner la parole, Hassan. Monsieur Jamaldine, vous savez très bien, les décideurs, c'est l'armée. Les décideurs, est une poignée de généraux. D'ailleurs, la reconduction de son mandat sa reconduction en tant que président, le deuxième mandat, il n'était pas sûr parce qu'il n'avait rien il n'avait rien il n'avait rien de remplaçant, si j'ose dire. Donc, faute de trouver un président, parce que c'est les décideurs qui décident, c'est l'armée qui décide, c'est l'armée à tout moment, elle peut empêcher, créer, ils vont invalider, comme monsieur Gaïd Salih, Allah yarhamou, quand même, quand il a déclaré la vacance du pouvoir en activant l'article 102, si ma mémoire est bonne, vous me corrigez si je me trompe, avant qu'il parle de l'article 7 et 8, la souveraineté revient au peuple, je me rappelle qu'il a déclaré la vacance du pouvoir parce que M. Bouteflika, Allah yarhamou, il était dans l'incapacité d'exercer son mandat. Ça veut dire à tout moment, on peut s'attendre. Vous savez, nous sommes dans un pays que tout est possible. Parce que nous sommes un pays atypique. Nous sommes un pays atypique avec des comportements atypiques, avec une façon de gérer notre pays atypique. Donc, même les décisions peuvent nous surprendre, peuvent être atypiques. Ils peuvent à tout moment, s'ils décident, de ne pas finir son deuxième mandat, comme Jamaldine, je peux vous le dire, comme ils peuvent le pousser à se présenter en troisième mandat en essayant de tricoter la constitution qui a été faite par M. Larabak, qui est un juriste de grande facture, mais quand même qui obéit aux injonctions des décideurs. Et c'est les juristes de grande facture qui savent coudre les mauvaises constitutions. Restez avec nous, Lias, je vais vous donner le mot de la fin. Hassan Hirsch, dernier tour de micro, en 2 minutes. Cette histoire de M. Tebboune, de tels mensonges aussi gros, à un tel niveau, est-ce que ce n'est pas un motif valable d'empêchement? Non, très franchement, je ne crois pas. Il y a eu pire. On a vu le 4e mandat de Bouteflika, ça a été complètement lamentable. Oui. Je veux dire, c'était vraiment devenu, je m'excuse auprès des téléspectateurs de le dire, c'était devenu un légume. Donc, c'est vrai. Il ne contrôle rien. Et il y a eu aussi des cas, même en France, il s'est posé problème avec François Mitterrand, avec Jacques Chirac. Mais eux, ils avaient gardé la pleine maîtrise de leur justement, non, capacité intellectuelle. Des journalistes qui révélaient justement de situations de démence, au sens psychiatrique du terme. Démence sénile. Absolument. Oui. Donc, ils n'ont pas fini leur mandat dans une bonne condition cognitive, etc. Donc, aujourd'hui, on se pose des questions sur Donald Trump. Quand on voit ses outrances, quand on voit ses comportements compulsifs, vraiment... Pour dire que ce n'est pas propre à l'Algérie. À la limite, c'est du normal. C'est normalisé. Malheureusement, oui. Donc effectivement, je crois que l'IS a tout résumé. Hein. Je crois que la décision revient effectivement aux décideurs. Et je ne crois pas que... pour ce genre de raisons, ils puissent interrompre le mandat d'un président. En revanche, il y a une mésentente, effectivement, entre eux, comme ça a été le cas avec Zerouel, comme ça a été le cas avec Chadli. Donc là, effectivement, tout de suite, allez hop, on évacue. En 30 secondes sur l'affaire des Harraga, mais vraiment en 30 secondes. Sur l'invite de M. Tebboune au Harraga de rentrer chez eux. Moi, je pense qu'il y a au moins une chose
très positive en ce qui me concerne. J'observe que beaucoup de haragas qui sont en situation irrégulière, effectivement, qui n'ont plus de passeport valable et qui peuvent avoir des papiers français, en France en tout cas, je ne parle pas de l'Italie et de l'Espagne, à partir d'un certain nombre de conditions. Par exemple, s'ils ont des fiches de paye pendant 3 ans, des choses comme ça, s'ils sont présents, même s'ils n'ont pas de fiches de paye pendant une dizaine d'années. 7 ans, je crois, ou 10 ans, je crois qu'ils ont augmenté à 10 ans. Donc, ne pas avoir de passeport, ça bloque. Donc, que ces jeunes-là puissent se rendre dans les consulats, avoir un passeport, ne serait-ce qu'un passeport, d'une année, parce que je crois qu'ils ne délivrent pas de passeport biométrique dans ces cas-là, mais un passeport valable une année, ça peut effectivement leur ouvrir des droits à avoir des papiers de séjour. Mais ça, ce serait effectivement une bonne chose. Merci Hassan. Lias Jbeili, le mot de la fin en 2 minutes, s'il vous plaît. Mais juste, on ne fait pas le comparatif, mais je me rappelle que Bouteflika, malgré qu'il était vraiment souffrant, mais lui, il avait ses capacités mentales à discuter. Même John Kerry, secrétaire d'État US, 2 passages à Alger, 2 heures de discussion, il a dit, comme ça, en sortant, c'est incroyable, la vivacité de l'esprit. Même François Mitterrand, durant son mandat à Alger, de retour à Paris, il disait que… François Hollande, pardon. Oui, monsieur Bouteflika. Mais quand même, ça veut dire que monsieur Bouteflika, il faut dire des choses, Allah yarhamou, il avait quand même cette grande ouverture, capacité intellectuelle, cette façon un petit peu comment… Et voilà, il fait partie de cette… C'est parce que c'est un grand diplomate, il fait partie aussi de ce pédigré un peu de haute facture, permettez-moi de dire les choses, même si on est incapacité, on est diminué physiquement. Je vais vous donner la parole. Continuez. Il y a toujours un système. Moi, je pense que, juste un mot, je pense que dans le comportement de Bouteflika à la présidence, il y a beaucoup d'esbrouf. Voilà. C'est sûr. Elias, 30 secondes. Alors, pour les haragas, mais moi, je ne suis pas vraiment… moi, je suis un peu mitigé. Je ne pense pas que le haraga puisse rentrer en Algérie. Ils ont tout fait pour quitter l'Algérie, Jamaluddin. Ils ont fait parce que c'est un pays qui n'offre rien, parce qu'il n'y a plus d'espoir dans notre pays, parce que toutes les libertés, les loisirs, ils préfèrent souffrir en France que retourner en Algérie. Ils ont tout vendu, ils ont tout laissé. Maintenant, ceux qui vont rentrer… Peut-être ceux qui ont tout, qui disent pourquoi pas, mais une grande partie silencieuse de haraga, elle sera réticente de rentrer dans un pays qui n'offre rien et qui n'a rien offert. Merci. Qui les a poussés à l'exil finalement. Merci Elias. Hassan m'avait demandé. Je voulais juste que si cette décision pouvait éventuellement enterrer enfin le dossier des OQTF sur un certain nombre de points et qu'on puisse passer à autre chose dans les rapports franco-algériens, ce serait quand même une bonne chose parce que la France a besoin de l'Algérie, l'Algérie a besoin de la France, c'est réciproque et nous aussi, nous avons besoin que ça pèse et qu'on aille dans des relations… qu'on ne soit pas les boucs émissaires, que les Algériens ne soient plus les boucs émissaires de n'importe quel extrémiste de droite ou d'extrême droite, etc. Je pense que revenir à un climat serein, ce serait une bonne chose. Merci Hassan Hiresh, merci Elias Jbeili. Et je rappelle que M. Tebboune a dénoncé, condamné l'usage de certains profiteurs de l'histoire, comme il dit lui, d'exploiter les statistiques des haragas. Alors qu'il ne dit rien sur ce régime qui fait tout pour cacher aux Algériens et aux opinions publiques internationales que le nombre de haragas est réellement scandaleux, pour le moins qu'on puisse dire. Merci, bonne soirée à vous.
décryptage par Jamaldine Benchenouf.